Correction de la pincetto. Alors, on a déjà vu la présentation de la pincetto, hein. Donc on va passer cette partie. On avait lu aussi toute cette partie. Alors, la première question à laquelle il fallait répondre, c'était d'écrire le fonctionnement du système qui permet le blocage de la pince. Alors, comment elle fonctionne cette pince? Alors, si vous regardez bien, là, on est en position bloquée. Et là, on est en position ouverte. Alors, quand on est en position bloquée, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on est venu serrer la pince, là, par les poignets, on vient serrer, cloc. Qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez bien, vous avez cette pièce-là, la pièce donc 3, qui était là, et qui vient basculer comme ça. Regardez, on voit la position, là et là. En basculant comme ça, qu'est-ce qui se passe? On voit que cette pièce-là, qui est la molette, hein, elle a tendance à venir, comme on vient serrer, on a tendance à venir pousser là, ici, et c'est pour ça que ça a tendance à remonter ce levier. Et en fait, en remontant, à un moment donné, ça ne peut pas remonter plus haut. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un point de contact entre les deux pièces. Là. Et en fait, une fois qu'on est arrivé en point de contact, là, on est dans une position bloquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on vient pousser comme ça, là. Et comme on a ici une articulation, eh ben, en fait, ça ne peut pas revenir en arrière. Parce que pour revenir en arrière, il faudrait qu'on ait une force qui agisse dans ce sens-là. Sur cette pièce-là, qui agisse dans l'autre sens. Alors, nous, on a tendance à créer ce qu'on appelle un moment qui est dans ce sens. Ça a tendance à faire tourner cette pièce autour de cette articulation dans ce sens-là. Hein, comme ça. Voilà. Donc, du coup, en fait, on reste dans une position bloquée, de blocage. Et pour débloquer la pièce, il faut qu'on applique, comme nous dit le texte, une force ici, avec nos deux doigts, pour ouvrir une force de 10 décanewtons, hein, donc environ 10 kg. Voilà. Et là, on va réussir à la remettre en position ouverte. Alors, maintenant qu'on a expliqué un peu le fonctionnement, on veut déterminer l'effort F de 4/5 du bec 4 sur la pièce 5. Pour ce faire, on part du manche où s'applique l'effort de l'opérateur pour remonter jusqu'à la pièce 5, où s'applique l'effort de la pince en passant par le bec 4. Alors, on nous demande donc, je vais détacher mes feuilles pour vous montrer, ce sera plus simple. Voilà. Alors, voilà. Ici, on veut déterminer l'effort F de 4/5. Alors la pièce 4, c'est celle-ci. L'effort de 4 sur la pièce 5. Hein. Donc c'est du bec là, sur cette pièce-là. Alors, pour ce faire, on part du manche où s'applique l'effort de l'opérateur pour remonter jusqu'à la pièce 5. Alors le manche, je rappelle que c'est la pièce 3. Donc c'est cette pièce-là. Donc on va partir de cette pièce-là pour remonter la chaîne des forces. Hein. Alors, on nous dit maintenant, voilà, isoler et représenter les actions sur les solides de la pince soumis à deux forces. Alors, toutes les pièces qui sont soumises à deux forces, on va représenter les actions. Première chose. Alors, je reprends un petit peu tout ça pour expliquer. Alors, vous voyez que ici, vous avez quoi? Vous avez la pince qui était en position bloquée, c'est-à-dire dans cette position-là, mais on a isolé chaque pièce, c'est-à-dire qu'on a représenté chaque pièce toute seule. Donc mais par contre dans les mêmes positions qu'elles étaient en pince bloquée. Donc là, on a pris la pièce 1, on l'a dessinée toute seule ici. On vous a pris la pièce 2, on l'a dessinée ici toute seule. On a pris la pièce 5, la pièce 4 et la pièce 3. On les a dessinées toutes seules. Alors en fait, on a tout mis sur une page, mais on aurait pu aussi faire un dessin de chaque pièce par page. Hein, voilà. Mais pour éviter d'avoir trop de pages, on a tout mis sur la même page. Alors maintenant, on va donc regarder, on nous a dit de dessiner les pièces, de regarder les pièces qui étaient soumises à deux forces. Alors, si on est soumis à deux forces, en général, c'est qu'on n'a que deux points de contact. Alors, quelles sont les pièces qui ont deux points de contact? Je regarde. La pièce 1,
Il n'y a pas deux points de contact, il y en a plus. 1, 2, 3. Plus 4. La pièce 3, 1, 2, 3. La pièce 4, 1, 2, 3. La pièce 2, un point de contact, deux points de contact. Ah, la pièce 2, voilà, elle va être sollicitée par deux forces. La pièce 5, elle est sollicitée par deux forces. La pièce 2, on a un point de contact en B, un point de contact en A. Ben pareil, on va avoir deux forces sur la pièce 2. Donc les deux pièces qui sont sollicitées par deux forces, c'est la pièce 2 et la pièce 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais qu'une chose, c'est que si une pièce est statique, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas, comme c'est le cas dans la position là, elle ne bouge, il n'y a aucune des pièces qui bougent, elles sont statiques, je peux dire que ces deux forces sont de même intensité, de sens opposé, et sur la même ligne d'action. Ça, il faut le savoir par cœur. Alors, j'applique, tout simplement. Ici, on a nos deux points de contact. On sait qu'on a deux forces, qu'elles passent par la même ligne d'action. Automatiquement, on sait que ces deux forces vont passer par la ligne d'action qui passe par ces deux points de contact, tout simplement. Donc voilà. Voilà ma ligne d'action de mes forces en A et B. Alors évidemment, en A, la force de la molette sur cette pièce-là, elle va être dans ce sens. Ça va pousser là-bas. Et là, ça va être comme ça, dans ce sens. Parce que j'ai bien dit, elle doit être de sens opposé aussi. Ici, la pièce 5, on a les deux points de contact. Et bien tout simplement, on sait que les deux forces vont passer par ces deux points de contact. Et voilà. Donc là, on a déjà les lignes d'action des forces. En E, en F, en B et en A. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir la suite. On nous dit, isoler et représenter les actions sur le manche 3. Alors, le manche 3, on y va. Le manche 3, il est là. Alors, on va représenter les actions. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On nous a donné la droite d'action de la force G, qui est la force de l'opérateur, pour desserrer la pince. On nous l'a donné comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la prolonger tout simplement. On va prolonger cette ligne d'action, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous a donné la ligne d'action de la force en B. Regardez, les petits pointillés, ça représente la ligne d'action de la force. Donc là, tout simplement, j'ai juste à, pareil, tracer cette ligne d'action. Voilà. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que j'ai un point d'intersection. C'est ce qu'on appelle en fait le point de concurrence. Et on sait une chose, c'est que si une pièce est soumise à trois forces, comme c'est le cas, une force, une deuxième force parce qu'il y a un deuxième point de contact et une troisième force, automatiquement une pièce qui est statique soumise à trois forces concurrentes, donc ces trois forces ont un point de concurrence et le dynamique des forces est fermé. Donc je vais appliquer ce que je connais. Donc là, je sais une chose, s'il n'y a qu'un point de concurrence, je sais que la force qui est au point C, elle va automatiquement passer par ce point de concurrence. Donc je vais pouvoir la tracer. Vous voyez, je fais ça. Voilà. J'ai donc mes trois directions, mes trois forces qui s'appliquent sur la pièce 3. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je peux faire, c'est je vais faire mon dynamique, le dynamique des forces là. Alors pour faire le dynamique, je rappelle, il faut déterminer un point de départ. Alors je vais le mettre ici, j'espère que ça va rentrer dans la feuille. Ensuite, je prends la première des forces, c'est-à-dire que c'est celle-ci. On nous dit que 10 décanewtons, c'est 5 mm. Or, la force, elle fait 10 décanewtons. Donc, je trace 5 mm. Alors, c'est tout petit. 5 mm, ça ne va pas être grand. Voilà. Donc là, ici, c'est la première force là qu'on a là, en fait. Voilà, 5 mm. Ensuite, je prends la direction d'une des deux autres forces. Donc, je vais prendre par exemple celle-ci. Je la fais glisser du mieux que je peux. Voilà, 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 voilà. Hop. Je l'amène au bout du premier vecteur là, que je viens de tracer. Je l'amène au bout, je la trace. Voilà. Vous voyez, on est bien d'accord, j'ai pris cette direction là, je l'ai reportée là, au bout du premier vecteur. Ensuite, je prends la dernière des directions, c'est-à-dire que c'est celle-ci, et je l'amène au point de départ de mon dynamique. Je l'amène au point de départ. Voilà, de mon dynamique. Donc c'est là. Voilà, et je trace. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que le point d'intersection,
il y a un point d'intersection là-bas, hein, un peu plus loin. Voilà. Bon, il est un tout petit peu en dehors de la feuille, malheureusement. Il aurait fallu que mon point, je le mette plus par là. Mais bon, il n'y a pas grand-chose hein, qui dépasse. Alors, là, je viens de tracer mon dynamique. Alors maintenant, je vais fermer mon dynamique. Donc, je pars de ce point de départ. Je vais dans ce sens. Et il faut que je rappelle qu'il faut que je revienne à mon point de départ sans faire de demi-tour. Donc, le seul moyen de faire ça, c'est de faire ça. Ensuite, suivre cette direction comme ça, là, ici. Et revenir par là. Donc là, je vais là-bas. Donc, mon vecteur, il est comme ça. Et je reviens pour celui-ci, il est comme ça. Voilà. Et ça, c'est en trop. Donc maintenant, je peux y gommer. Voilà. Alors voilà, on a tracé donc notre dynamique. Et maintenant, on connaît déjà toutes les forces qui s'appliquent sur la pièce 3. On a juste à mesurer les longueurs et avec le facteur d'échelle à le convertir. Donc la force de 4 sur 3, et ben, on va la mesurer. Donc je rappelle que regardez, c'est le point C, le point de contact entre les deux pièces. Hein. On l'avait là, regardez, ici. Donc là, tout simplement, on va mesurer notre force C. C'est celle-ci. Hein. C'est la même direction, regardez, hop. Et là, la force B, c'est celle-là. Voilà. Et ça, c'est la force qu'on peut appeler G, parce qu'elle est au point G. Voilà. Alors, on y va. Donc, la force en C, je la mesure. Elle fait 50... bon, comme on était un peu plus loin, normalement, ça ferait 55. Hein, normalement. 55 mm. Donc, 55 mm. Voilà, 55 mm. Ensuite, la force de F de 5 sur 4. Donc, la pièce 5, c'est cette pièce-là. Donc, maintenant, on ne peut pas la donner tout de suite. Hein, on va la déterminer. Alors, comme on a isolé nos forces là, on va continuer notre problème. Donc là, on nous dit isoler, représenter les actions sur le manche 3, c'est fait. Isoler, représenter les actions sur le bec 4. Donc maintenant, on s'occupe du bec 4. Alors, le bec 4, qu'est-ce qui se passe? La force en C, là, on va avoir la même direction. Hein, parce que c'est le point de contact, donc c'est la même chose. Hein. Donc, je reprends là, je fais glisser. Voilà. Toc, je trace ma droite. Ensuite, en F, eh ben, la force, je sais que la ligne d'action, elle est comme ça, elle est verticale. Donc là, j'ai juste à la tracer, c'est pareil. Voilà. Et là, j'obtiens à nouveau un point de concordance. Et je sais une chose, automatiquement, si une pièce est sollicitée par 3 forces et qu'elle est statique, automatiquement, ces 3 forces ont un point de concurrence et leur dynamique est fermée. Donc là, maintenant, je vais faire le point de concurrence qui est ici et je vais prendre le dernier point de contact D et je trace là. Voilà. Voilà, donc ça nous donne la troisième direction au niveau de la pièce D. Voilà. Une fois qu'on a ça, eh ben, on peut aussi faire notre dynamique de cette pièce-là. C'est-à-dire, ben, là, je vais mettre un point là en espérant que ça rentre bien. Donc, qu'est-ce que je connais comme force? Je connais maintenant la force C, là. Elle fait 55 newtons. Pardon, 55 mm. Donc, je vais tracer 55 mm. Alors, attention, là, on va tracer la force qui agit sur 4. Donc, en fait, là, en C, ça a tendance à pousser, là. La pièce 3, elle a tendance à pousser sur la pièce 4 comme ça. Hein. Donc la force de 4 sur 3, la force qui agit sur 4, hein, elle est dans ce sens. Et la force par contre qui agit sur 3, elle était dans l'autre sens. C'était celle-ci. Donc là, dans ce sens, hein, cette fois. Alors je prends la direction, là, hop. Je trace donc 55 mm. Voilà. Et ici, c'est ma force. C'est la force de la pièce 3 sur la pièce 4. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends une des deux autres directions. Donc, je peux prendre celle-ci, par exemple. Je l'amène au bout de mon premier vecteur. Je la dessine. Hop. Voilà,
Et ensuite, je prends la dernière direction, c'est-à-dire je vais prendre celle-ci, et je l'amène au début de mon dynamique, qui est là. Alors c'est là, voilà. Alors le problème, c'est que j'ai du mal à le tracer sur ma feuille. Alors c'est le genre de choses qui arrivent, hein. Voilà, donc là je trace quand même, voilà. Et ici, je vais prolonger celle-là aussi. Voilà. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici, il y a un point de contact. Donc en fait, mon dynamique, il part d'ici, il fait ça, ça, et je reviens là-bas. Donc il y a des parties en trop que je peux gommer. C'est toute cette partie-là, voilà, je l'enlève. Il y a cette partie-là, je l'enlève. Et il y a cette partie-là que je peux enlever. Alors je vais repasser pour que ce soit bien visible. Voilà, alors là, c'était de là à là, et de là à là-bas. Voilà. Et maintenant pour le sens des flèches, c'est simple, ça va, je pars de là, je fais ça, je vais là-bas, donc comme ça, et je reviens comme ça. Voilà. Donc là, c'est la force en F, que je vais appeler F par exemple. Et là, c'est la force en D. Parce que c'était celle-ci. Hein. Voilà, c'est la force en D. Voilà, c'est F de la pièce 5 sur 4. Et là, c'est D de la pièce 1 sur 4. Alors normalement, quand on isole une pièce, on doit toujours retrouver sur 4, sur 4, sur 4. Vous voyez? Voilà.